Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous reviendrons sur un pan de l'histoire tchécoslovaque du XXe siècle, avec l'arrivée à Prague d'une cloche commémorative, mais aussi la sortie d'un nouveau documentaire à propos de 2 pilotes qui ont combattu l'armée nazie. Mais tout d'abord, nous irons voir les nouvelles couleurs européennes qu'a prises le mur John Lennon. Très bonne écoute. À Prague, le célèbre mur John Lennon, situé juste en face de l'ambassade de France, s'est offert un ravalement de façade. À l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, des dizaines d'artistes européens ont été invités à créer des œuvres autour du thème liberté et énergie. Anna Kubishta et Mélie Toussaint ont assisté au premier coup de pinceau. Des sprays, des pinceaux, des grosses boîtes de peinture, des pochoirs, des échafaudages. Mercredi, des artistes représentant les pays de l'Union européenne ainsi que 2 autres originaires d'Ukraine et de Norvège ont travaillé toute la journée pour offrir un nouvel apparat à la façade extérieure du mur d'enceinte des jardins de l'Ordre des Chevaliers de Malte. Parmi eux, une artiste française. Moi, je m'appelle Anaëlle Bouard, j'ai 23 ans et j'ai été appelée à participer à l'appel à projet de cette fresque par le biais de quelqu'un qui fait partie de l'organisation de cette fresque. Et donc je suis arrivée par le réseau, quoi. C'est un projet qui réunit 27 artistes européens. Donc moi je suis hyper contente, hyper flattée d'avoir été choisie pour représenter plus ou moins la France. Et le thème c'est Freedom and Energy, donc moi ça me va très bien. J'ai eu directement une idée qui m'est arrivée dans la tête, donc je suis assez fière de participer à ce projet. Liberté et énergie était un thème qui touchait tout particulièrement Victoria Savchuk, jeune artiste ukrainienne installée à Prague depuis 5 ans. J'ai peint un tank dans lequel poussent des tournesols. Cela représente la fin de la guerre. Je travaille au spray pour le fond de mon œuvre et le reste est complété de manière classique à la peinture. Il y a une forme d'engagement dans ce travail, bien sûr, parce que je voulais faire une œuvre qui soit liée à la guerre actuelle. Si la nouvelle apparence du mur John Lennon se veut coïncider avec la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, l'idée de restaurer le mur tagué, graffé et peint par les passants n'est pas nouvelle. Déjà en 2019, le collectif mené par l'artiste tchèque Pavel Šťastný avait créé de nouvelles œuvres sur cet espace d'exposition à ciel ouvert de 150 mètres carrés. Au micro de Radio Prague International, Pavel Šťastný a rappelé le caractère éphémère de ces créations, vouées à être continuellement complétées et progressivement recouvertes par les contributions anonymes de passants. Oui, dès le lendemain, il y avait eu de nouvelles inscriptions. Bien sûr, qui passe par là dessine automatiquement quelque chose sur le mur. C'est normal, c'est ça la liberté. Et le mur est un organisme vivant. En septembre 2019, le mur avait été restauré. On avait fait retirer le crépi qui devait être vieux de 40 ou 50 ans. J'en ai un morceau en fait de 1 cm d'épaisseur et on dirait les cernes des arbres. On voit bien les couches de peinture qui se sont accumulées avec le temps. Parce que tout ceci a été enlevé, nous avons créé une nouvelle couche historique de peinture qui s'est en partie conservée jusqu'à aujourd'hui. Il y a 3 ans également, le mur a acquis le statut de lieu de mémoire. Et l'été dernier, un petit musée a même ouvert ses portes à quelques pas pour rappeler l'histoire du mur. Son histoire commence dès après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968. De temps à autre, de jeunes Pragois, des opposants, investissent ce pan de mur pour protester contre le régime communiste. Après l'assassinat de John Lennon à New York en 1981, le mur devient un lieu d'hommage aux membres des Beatles disparus. Ses actions pour la paix le transformant en symbole aussi pour la jeunesse tchécoslovaque avide de liberté. La libre expression est réprimée par le régime communiste normalisateur qui recouvre régulièrement le mur de peinture verte, entraînant de nouvelles interventions artistiques après chaque censure. Eva Mrazkova est d'origine tchèque, mais elle vit depuis 1989 au Luxembourg. Elle est une des artistes invitées à créer sur le mur. Je sais que le Lennon Wall, c'est quelque chose de très connu à Prague. C'est un lieu où les visiteurs viennent très souvent pour lui rendre l'hommage aussi. Et le fait de repeindre le mur pour cette raison de la présidence de l'Union européenne,
Je trouve que c'est une bonne idée déjà parce que on est plusieurs artistes, on est 29 artistes qui se rencontrent physiquement ensemble, qui travaillent ensemble et déjà pour ce but-là de voir un peu aussi les autres et aussi pour s'exprimer sur la question de la liberté de l'homme, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. C'est pour ça que notre projet, il est un peu croisé de l'énergie de Carrousel, parce qu'au Luxembourg, pour le moment, nous avons la fête qui s'appelle Schobefeuer en luxembourgeois. C'est la fête avec beaucoup de carrousel, avec la kermesse, qui est très connue, très populaire en ville. Et alors j'ai pris un petit extrait de Carrousel pour faire le contraste entre la problématique politique d'aujourd'hui et la liberté que les gens à ce moment-là, quand ils sont dans l'air sur Carrousel, ils peuvent sentir. Projet européen par ses participants et par son timing avec la présidence tchèque de l'Union européenne, le nouveau mur John Lennon a vocation à voyager via des reproductions photos géantes des nouvelles créations, comme le détaille encore Pavel Šťastný. Nous communiquons de manière très active avec l'ambassade tchèque à Paris et notre ambassadeur Michel Fleischmann, à la demande duquel nous avons récemment installé des œuvres de street art sur les grilles de la représentation diplomatique à Paris. Donc nous voulons à terme montrer à l'étranger notre projet. Et évidemment, la France s'impose comme première destination puisqu'elle nous a précédés à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Officiellement inauguré mercredi soir, le mur décoré de ces nouvelles œuvres est désormais et une fois encore une invitation aux passants à apporter leur contribution au message ou dessin promouvant la paix et la liberté. La cloche commémorative numéro 9801 a récemment sonné pour la première fois à Prague. Sur un ponton du quai Smetana, elle rappelle symboliquement le sort des cloches du protectorat de Bohême et de Moravie, volées et détruites par les nazis en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alexis Rosenzweig nous en dit plus. C'était ce dimanche et la cloche commémorative numéro 9801 a sonné pour la première fois à Prague sur un ponton du quai Smetana. Elle rappelle symboliquement le sort des cloches volées par les nazis du protectorat de Bohême et de Moravie vers l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. La cloche restera à son emplacement actuel jusqu'à la fin du mois de septembre au moins, après quoi elle sera déplacée ailleurs sur un ponton à l'avenir, en principe à partir de 2024. La cloche devrait être installée de manière permanente dans le clocher de Rohanský ostrov, l'île Rohan en français. La cloche a été initiée par Andrej Boháč, un sonneur de cloche pragois et président de l'association Sanctus Castulus. On l'écoute. Cette initiative de notre association a été prise pour rappeler le sort des milliers de cloches qui ont été emmenées dans le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'industrie de l'armement nazi, chacune représentant l'histoire d'une communauté. J'ai porté dans mon esprit depuis très longtemps la manière d'essayer de commémorer ce morceau d'histoire perdu et oublié avec cette cloche numéro 9801 qui rappelle ces 9801 voix éteintes. Andrej Boháč a ajouté que l'ensemble du projet de cloche commémorative avait pris moins d'un an de la première idée à l'inauguration de dimanche. Il a remercié tous ceux qui ont contribué. Selon lui, l'avantage du ponton est qu'il permet de déplacer l'œuvre sur l'eau, ce qui permet également à un plus grand nombre de personnes de visiter les lieux d'où proviennent les cloches qu'elle commémore jusqu'à son placement final sur l'île Rohan. La cloche a été fabriquée par les artisans du plus ancien fabricant de cloches d'Autriche, Grassmayer, à Innsbruck, et elle est arrivée à Prague cette semaine par bateau. L'un des créateurs de la cloche, Peter Grassmayer, a déclaré lors de l'inauguration qu'elle devait rappeler la nécessité de lutter pour la paix, en faisant également référence à l'Ukraine, bien sûr. La cloche mesure 187 cm, elle pèse 9801 kg exactement, et son enveloppe est décorée de fragments de cloches fondues pendant la guerre au profit de l'industrie de l'armement nazi.
Le poids de l'œuvre est une référence directe au nombre de cloches qui ont été transportées du protectorat de Bohême et de Moravie vers les usines de guerre de Hambourg au cours de l'été 1942. Certains détails de cette cloche ne peuvent être vus que de très près, comme un tramway typique de Prague. L'emplacement final prévu pour la cloche sur Rohanský ostrov donc est lié au fait que c'est à cet endroit que les cloches provenant de diverses régions de l'actuelle Tchéquie ont été regroupées puis transportées par bateau vers l'Allemagne. La cloche sur Rohanský ostrov sera prise en compte par les planificateurs et les développeurs qui concevront la forme future des îles Rohanský et Libensky selon une déclaration antérieure du maire adjoint de Prague, Petr Hlavacek. Il se range parmi ces pilotes tchécoslovaques légendaires qui ont combattu l'armée hitlérienne d'abord en France, puis au sein de l'armée de l'air britannique et enfin sur le front de l'Est. Pilotes de chasse mais également écrivains de talent, František Feitel et Filip Janský revivent à travers leurs livres et des images d'archives européennes dans un nouveau documentaire tchèque intitulé Good Old Czechs, dans les salles dès le 15 septembre. Magdalena Hrozinková l'a vu pour nous. Byli jsme úplně posedlí rukovat, klidně proti jakýkoliv přesile. Kdo se rozhodl pro zahraniční odboj, musel z protektorátu co nejdřív pryč. Největší strach jsme měli z toho, že válka nebude. Réalisé par le documentariste Tomáš Bojar, le film est basé sur les souvenirs des deux pilotes tirés de nombreux ouvrages que les deux hommes ont rédigés après la guerre. Mis à part quelques apparitions furtives de František Feitel sur des images d'époque, les pilotes ne sont présents dans le film que par leur voix, jeunes en l'occurrence, puisqu'ils avaient respectivement 27 et 17 ans au début de la guerre. Tirés de leurs livres, parfois transformés dans un langage plus familier et intégrés en voix off, leurs commentaires nous accompagnent tout au long du film, qui est une sorte de road movie à travers l'Europe secouée par la guerre. On écoute le réalisateur Tomáš Bojar. Les destins des pilotes tchécoslovaques pendant la Seconde Guerre mondiale m'ont toujours intéressé. Quand j'étais petit, j'écoutais les souvenirs de mon grand-père qui s'était lui-même engagé au sein de la RAF britannique pendant la guerre, non pas comme pilote, mais comme météorologue. Je connaissais ses amis, les anciens aviateurs qui avaient à cette époque tous plus de 80 ans, et j'admirais leur énergie, leur vitalité et leur persévérance. L'idée du film vient du producteur Gordon Levitt qui a pensé dans le contexte de l'anniversaire de la bataille d'Angleterre. Elle m'a tout de suite plu. J'ai lu les écrits de plusieurs anciens pilotes de la RAF et finalement j'ai choisi parmi eux František Feitel et Filip Janský et j'ai décidé de construire le film autour de leur histoire de vie. Né en 1912, le futur général František Feitel a commencé sa carrière militaire avant la guerre. Et pilote de chasse au Royaume-Uni, il faisait partie du 313e escadron tchécoslovaque de la RAF, avant de devenir en 1942 commandant du 122e escadron britannique, étant ainsi le premier tchèque et probablement le tout premier étranger à la tête d'un escadron de chasse britannique. Abattu peu après lors d'un combat au-dessus du nord de la France, il a dû fuir le territoire ennemi jusqu'à l'Espagne pour rejoindre à nouveau la Grande-Bretagne. Une expérience dramatique que František Feitel a décrit dans l'un de ses livres. Filip Janský, de 10 ans, son cadet, était d'un esprit rebelle. En 1939, alors qu'il avait 17 ans, il a fui la Tchécoslovaquie occupée pour devenir bombardier au Royaume-Uni. Il a connu 8 atterrissages forcés et a été blessé 2 fois, abattant 2 avions ennemis. De son vrai nom, Richard Husmann, il a publié sous le pseudonyme Filip Janský plusieurs romans remarqués après la guerre, notamment Nebešti jezdci, les Chevaliers du ciel, adapté avec succès au cinéma en 1968. Le réalisateur Tomáš Bojar explique pourquoi ces 2 pilotes sont au cœur de son documentaire Good Old Czechs. Ce sont 2 hommes au caractère opposé, mais en même temps, et c'était très important du point de vue de la narration, leur traversée de l'Europe pendant la guerre a été presque similaire. À une exception près, s'ils ont tous les 2 d'abord combattu en France, ils l'ont rejointe différemment. Janský est passé un peu follement par l'Allemagne, tandis que Feitel par la Pologne,
d'où il est parti en bateau vers la France. Ensuite, leur trajectoire a été la même. Ils ont quitté la France après la capitulation de celle-ci pour la Grande-Bretagne. Ensuite, ils ont accepté la proposition d'aller combattre en URSS. Et là encore, leur périple a été long et compliqué. Ils ont traversé par bateau la Méditerranée, puis le Proche-Orient. Tout ça dans des circonstances assez dramatiques. De retour en Tchécoslovaquie, qu'ils ont aidé à libérer, les deux pilotes ne se sont rencontrés personnellement que plusieurs années après la guerre. Dès leur première rencontre, ils se sont liés d'une amitié qui a duré jusqu'à la mort de Filipianski en 1987. Krutost hitlerovských vojsk dokázala vyděsit i tvrdý vojáky. Jsme odsouzeni ke slávě. Dans le documentaire, leur récit est accompagné d'images provenant d'archives européennes dont certaines sont inédites. Le monteur du film, Šimon Špidla, explique. Ce que j'aime sur ce genre de film, c'est le fait que des images tournées dans une certaine époque, dans un contexte précis, sont mises dans un nouveau contexte, celui de notre époque. Nous avons notamment travaillé avec un matériel très intéressant conservé dans les archives nationales du film. Ce sont des images tournées par le réalisateur Jiří Weiss pendant la guerre sur les bases aériennes des pilotes de la RAF. Il avait même l'occasion de filmer les pilotes dans l'air avec un excellent opérateur britannique. J'aime beaucoup les images du vol au-dessus des nuages et puis celles qui montrent la vie quotidienne des pilotes quand ils se baignent dans la mer par exemple. Il a filmé des séquences longues qui ont été plus faciles à monter que les images déjà coupées provenant des archives étrangères diffusées à l'époque au cinéma. De même, nous avons découvert aux archives nationales des images très intéressantes et inédites qui montrent le nettoyage des rues au moment du soulèvement de Prague en mai 1945. Heureusement, toutes les archives européennes sont accessibles en ligne, ce qui a beaucoup facilité notre travail. Le seul problème, c'était les archives françaises qui demandaient des prix extrêmement élevés pour leurs films. Et finalement, certaines images de France nous ont été procurées par des archives britanniques. Ta naše práce není pěkná, já vím. Někdo ji ale dělat musí. Proč ty frickové vůbec ještě válčej? Après la fin de la guerre, František Feitle et Filipianski ont été, comme beaucoup d'autres combattants sur le front de l'Ouest, persécutés par le régime communiste. Si Filipianski a échappé de peu à la prison, le général Feitle a été incarcéré pendant plusieurs années. Sa fille Jitka Režna se souvient. Je suis née en 1954. Avant cela, mon père a été emprisonné. Ma sœur, qui est née en 1948, a vécu cela quand elle était toute petite. Ma mère a dû quitter notre appartement pragois avec elle bébé du jour au lendemain, sans aucune compensation. Nous avons vécu près de Louny, où nous avons de la famille. Mon père et ma mère venaient tous les deux de cette région. Avec ma sœur, nous avions une enfance heureuse. Nos parents ne nous parlaient ni de la guerre, ni de la frustration liée au régime communiste. Ce n'est que dans les années 1960, quand mon père a été réhabilité, que j'ai commencé à comprendre et parler avec lui de son passé. Il a travaillé comme ouvrier, puis comme contrôleur aérien. Après la chute du communisme, il aimait rencontrer des jeunes. À moi, il m'a toujours parlé de la guerre avec un brin d'humour. Je sais qu'il n'a pas participé au combat parce qu'il aimait cela, au contraire. Il allait combattre parce que c'était un grand patriote. Lorsque la reine Elisabeth II inaugurait en 2012 au Green Park de Londres un monument en hommage à plus de 55 000 pilotes de la Royal Air Force britannique qui ont péri pendant la guerre, on s'est souvenu également des aviateurs tchécoslovaques. Ils étaient près de 2500 à s'être engagés dans la RAF face à la Luftwaffe, dont une grande majorité avait rallié la Grande-Bretagne après l'effondrement français face à l'armée allemande. Après sa sortie en salle, prévue pour le 15 septembre, le documentaire Good Old Czechs devrait être présenté en octobre prochain au Centre tchèque de Londres. Slovo mír se zdá být už úplně neskutečný. Už aby ta hnusná svinská válka skončila.
c'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. D'ici la semaine prochaine, continuez à suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International. D'ici là, passez une excellente semaine. Ahoj!